dans le sud de la France et je suis ethnologue. C'est lors d'un terrain que j'ai redécouvert la Chine en 1995. Après la fin de mes études en France, j'ai décidé de revenir en Chine et l'occasion me fut proposée par l'UNESCO et on m'a demandé de réaliser une étude sur les populations. Aujourd'hui, j'ai monté une entreprise qui aide les étudiants étrangers à venir apprendre le chinois en Chine. J'y ai une maison dans le sud de l'Anhui, une vieille maison, Ming, qui a à peu près 500 ans, voire peut-être un petit peu plus. Un peu par hasard, hein, ça n'a pas été un choix. Hein. Je suis venu la première fois, évidemment, je l'ai choisi. Mais c'était pas du tout pour y rester 15 ans, c'était pour y rester quelques années tout au plus. Et puis je me suis laissé entraîner hein, par l'existence. J'avais plein de choses à faire, des choses intéressantes, donc je suis resté. Le village se réveille à 6 heures, les gens vont à la rivière, laver le linge, on entend les portes qui s'ouvrent, qui grincent, des gens qui se réveillent, donc voilà, tout le monde se réveille un peu en même temps. Hein. Je connais personne qui fait la grasse matinée ici, mais c'est très agréable. C'est très agréable d'avoir le rythme de la nature. J'ai beaucoup cherché avant de trouver cet endroit. J'ai travaillé à mon arrivée en Chine en 1998. J'effectuais une mission pour l'UNESCO. Je suis de formation, je suis ethnologue. Et donc j'ai pris vraiment le goût de l'histoire de cette région. Et je me suis mis à la recherche d'autres villages, plus reculés, peut-être plus authentiques que ceux que je connaissais déjà. Et c'est vraiment celui-ci qui m'a plu, qui m'a tout de suite séduit. Il est un petit peu à part, il est en dehors des routes touristiques. C'est trop bon. Et je suis revenu plusieurs fois, donc je l'ai visité peut-être 3-4 fois, avant qu'on me propose un jour une maison qui était à la vente, une maison complètement abandonnée. Je suis venue ici pour voir, il n'y avait rien, pas de toit ni de sol, seulement quelques poutres. Je ne savais pas ce qu'il voulait en faire. Mais il m'a dit qu'il aimait bien. À ce moment-là, nous n'avions pas d'enfants et suffisamment de ressources pour pouvoir nous l'offrir. Et nous l'avons acheté. Cette maison, on l'a achetée en 2003. J'étais pas tellement décidé à l'acheter au départ parce que j'avais deviné que ça demanderait beaucoup de travail de la remettre d'aplomb. Et puis voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté, et puis ça a été une aventure pendant 3 ans. Donc là, nous allons voir un menuisier qui m'aide à faire des petits travaux dans la maison. J'ai un petit banc au bord de la rivière que j'aime beaucoup, qui est un petit peu abîmé. Donc il va m'aider à restaurer ce banc. Donc on va aller voir s'il a bien fait son travail et voilà, si ce petit banc a avancé. Je ne savais pas comment il allait s'y prendre, donc je lui ai fait confiance. Quand je lui ai donné, c'était en meilleur état que ce qu'il pensait. Je lui ai indiqué mon problème et il m'a donné une solution, c'est bien comme ça. Sa maison, vous n'auriez pas su comment faire. On ne pouvait rien y fixer. Cet endroit m'a donné du fil à retordre. Oui, c'était compliqué. Dans ma famille, on est menuisier depuis plusieurs générations. Dans le village de Jati, je suis peut-être le plus vieux dans le métier et ça fait déjà 47 ans que je suis menuisier. Je connais Julien depuis son arrivée au village, il est sympa. Il est gentil avec tout le monde. Tous les gens du village le connaissent très bien, c'est quelqu'un de bien. Pierre, on y va, Zozo? Non. Tu restes là? Je peux descendre tout seul, non? Je pense. Viens, je vais te montrer comment faire. D'accord? Oui. Viens, tu as raison, viens par là, c'est une bonne idée. Voilà, très bien. Aïe, aïe, aïe. Je suis un petit peu coincée. Un petit peu, c'est pas grave, il y a ton père qui est là. Oh. Papa, Ouais. un jour quand t'es
Un jour, quand je suis grand, je vais me mettre tout en haut. Bonne idée. Tout seul? Oui. Oh! Je me suis lancé dans la restauration de cette maison. Il ne restait pas grand-chose, donc j'avais la possibilité d'en faire une maison métissée. C'est-à-dire que moi, je suis un Français en Chine, et cette maison, c'est une maison chinoise dans les mains d'un Français. Donc on s'est bien trouvés tous les deux. Voilà, donc ma réflexion, ça a été d'en faire un endroit qui surtout ne nie pas ses origines, au contraire, qui les revendique, mais qui aussi s'est adapté au confort d'aujourd'hui. Encore? Encore. Ah non, ça suffit, ça c'est trop lourd. Encore. Pierrot. Encore une. Oh, oh. L'hiver est très rigoureux ici, donc c'est important d'avoir un point chaud. Et la cheminée, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Se chauffer avec le bois, il y a du bois partout, donc c'est le plus simple. Et donc j'ai décidé de faire une cheminée. Mais alors il fallait à la fois que esthétiquement elle soit bien, elle s'intègre bien dans la maison et puis qu'elle fonctionne, que ça ne finisse pas. Bon. Donc pour tout ce qui était technique, l'aspect technique, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur Internet que j'ai mis pas mal de temps à rassembler, de longues semaines, presque quelques mois. Et ensuite j'ai essayé d'utiliser un maximum de produits locaux, de matériaux locaux pour qu'elles se fondent bien dans la maison. Donc on a de l'ardoise, hein, qui est de l'ardoise locale au-dessus. On a des briques réfractaires à l'intérieur qui viennent des fours. Ils ont pas mal de fours dans la région dans lesquels ils fabriquent des briques. Et donc ce sont des briques qui viennent de ces fours. Voilà, donc, et elle fonctionne très très bien. Et je suis assez satisfait du résultat en fin de compte parce qu'elle est, je trouve, bien intégrée. Donc voilà, j'ai essayé d'y apporter les touches de confort le plus discrètement possible. Et le résultat est assez marrant parce que les Chinois qui la visitent me disent souvent qu'ils trouvent que cette maison a vraiment quelque chose d'occidental. Et les Occidentaux qui la visitent trouvent qu'elle est très chinoise. Donc voilà, je pense qu'elle est à l'image de mes enfants. C'est une maison métissée. Ça. Ah. J'ai rencontré mon épouse Guangping en 2000. Je travaillais pour le consulat de France à Shanghai, dans une université de Nankin, où ma mission était de former des élites chinoises à la langue française. Elle est institutrice dans une école primaire de Nanjing. La communication a été très simple quand nous nous sommes rencontrés. Au fur et à mesure, j'ai trouvé que Julien était quelqu'un de bien. Je me souviens d'une phrase que je lui ai dite il y a au tout début de notre relation. Je lui ai dit que, voilà, avec moi, elle serait jamais riche. Avant de connaître Julien, j'étais plutôt citadine. Avec lui, j'ai découvert davantage la campagne. Quand on était jeune, si je travaillais jusque tard à l'école, il venait me chercher sur sa petite moto, même s'il faisait très froid. À ce moment-là, on n'était pas riches, mais on était très heureux. On s'est mariés en 2004, en octobre. Je venais tout juste de terminer les travaux, enfin pas complètement, il n'y avait pas encore de fenêtre. On s'est rencontrés en 2000 et on s'est mariés en 2004. On a beaucoup discuté sur le lieu du mariage. Les filles chinoises rêvent souvent d'une robe blanche immaculée et d'un hôtel 5 étoiles. Mais il m'a proposé d'aller dans la rue.
Ça m'a permis d'inviter ses parents, ses frères, ses amis de France. Il a emprunté un palanquin chez un antiquaire. 4 de ses frères et ses amis français m'ont emporté. C'était pas facile. Tout ce dont on avait besoin pour le mariage, il l'a amené lui-même de Nanjing. À ce moment-là, ce n'était vraiment pas prêt. Ensuite, je suis venue toute seule. Ce n'était pas facile pour lui. La cérémonie a eu lieu juste ici. Vous voyez en haut un crochet? C'était pour accrocher une lanterne rouge. La cérémonie a eu lieu ici. On s'est échangé la bague juste ici. Quand j'y repense, tout le monde n'a pas de souvenir aussi spécial. Ensuite, pendant longtemps, quand je me baladais dans le village, les gens me disaient « Regarde, c'est la jeune mariée en palanquin venue de Nanjing ». Le jardin, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que l'art du jardin chinois est un art très difficile. En fait, quand j'ai acheté cette maison, il n'y avait pas de jardin. C'était un champ qui se trouvait devant la maison. J'ai essayé de lui donner une petite perspective, ce qu'on ne fait jamais dans les jardins chinois, mais qu'on fait beaucoup dans les jardins français. Donc j'ai dressé un mur moyen. Ce qui fait que les gens du village ont été rassurés sur le fait que le dragon de la montagne ne descendrait pas dans ma maison pour y apporter de mauvais présages. Et moi, j'avais préservé ma vue magnifique que j'aime tant quand je bois un verre de thé dans mon jardin. Sans l'IU, j'aurais certainement pas réussi ce que j'ai fait ici. Un monsieur qui vivait dans une simplicité incroyable, il n'avait pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'argent. Il a été un moment amoureux d'une actrice de théâtre, alors il suivait la troupe de théâtre en Chine. Mais c'était un vrai intellectuel qui avait des réflexions étonnantes sur plein de choses, et notamment sur comment construire une jolie maison. Un exemple de ce superbe livre de Jacques Dard qui rassemble les carnets secrets de l'IU, dont je me suis beaucoup inspiré pour restaurer ma maison, qui m'a beaucoup aidé, m'a donné beaucoup de conseils. Et il y en a un que j'aime bien, qui est là, qui parle des murs d'enceinte de la maison. Il dit, dans un mur, on distingue intérieur et extérieur. Une moitié étant à moi, l'autre à autrui. Et un dicton affirme, une maisonnée construit un mur, deux maisonnées sont embellies. De tout ce qui constitue une maison, les parties équitables et raisonnables sont les murs et rien d'autre. Tout le reste relevant de la possession individuelle. Un État doit renforcer remparts et douves, et s'ils sont solides, l'État sera lui aussi consolidé. Une famille doit consolider ses murs, et s'ils sont solides, la famille elle aussi s'en trouvera affermie. J'ai fait un mur donc en briques traditionnelles du village, avec un petit toit de tuiles sur le mur, et j'ai voulu ajouter une petite touche esthétique particulière qu'on ne voyait pas dans ce village d'ailleurs. Et je me suis inspiré des jardins de Suzhou dont je parlais tout à l'heure, avec en y ouvrant des fenêtres. Et ce sont des fenêtres à l'intérieur desquelles il y a des petites sculptures en tuiles. Bon, c'est pas des sculptures, c'est plutôt des images. Mais au lieu de les faire carrés, comme on le ferait normalement dans les jardins traditionnels en Chine, je les ai fait rectangulaires et plutôt allongés. Et ça a bien fonctionné. Je le remercie beaucoup pour tous ces conseils, quelques centaines d'années après.
C'était vraiment la Chine des paysans. Je cherchais quelque chose dans la région parce que je sais que les villages de Anhui sont très très beaux. Alors j'en ai parlé à une amie qui est professeure de chinois en Belgique et qui a elle-même une amie qui est déjà venue chez Julien Minet. Voilà, alors j'ai pris contact par internet avec Julien Minet et puis très facilement j'ai pu faire une réservation pour venir ici. J'ai beaucoup d'images sur la Chine, mais en tout cas une des images de la Chine rurale, campagnarde, que j'avais envie de découvrir, je l'ai découverte ici. Sûrement. Cette maison, je l'ai d'abord aménagée pour moi, comme une maison de vacances. Très très vite, des Français qui étaient établis depuis longtemps en Chine savaient que cette région était belle et m'ont contacté en me disant voilà, est-ce qu'on peut venir chez toi pour découvrir cette région, pour s'installer 2-3 jours et ça nous permettra de rayonner. Donc j'ai dit oui au début comme ça, puis après ça a été les amis des amis. Donc là ça se compliquait un petit peu parce que ça commençait à faire beaucoup de monde. J'ai eu l'idée d'en faire une petite maison d'hôtes pour financer les travaux de ma maison. Parce que ça commençait finalement à être une sacrée entreprise, la restauration de cette maison. Ça fait longtemps, hein, ça fait presque 10 ans aujourd'hui que j'accueille des personnes régulièrement dans ma maison. Et je prends toujours autant de plaisir à leur présenter l'endroit. Main gauche, main droite. Bon, c'est les maçons. Et voilà, c'était pas... le contrôle des qualités. Je sens que vous travaillez dans le... D'accord. C'est un village très grand, avec à peu près 1000 maisons de l'époque Ming et Qing. Donc c'est un grand village avec une rivière qui le traverse, les montagnes tout autour, la nature un peu envahissante dans les jardins, les maisons, les rues. Donc j'ai trouvé ça vraiment un spectacle bien particulier. Et ici, on n'est pas très très loin de Nankin. Donc on était vraiment dans la sphère d'influence de Nankin. Et c'était pas un village, c'était une ville qui était très très riche, où on cultivait beaucoup le thé, qui se vendait très cher sur la route de la soie. Donc on avait ici une population de gens qui étaient plutôt riches, qui grâce à cette richesse ont payé des études à leurs enfants. Et les enfants, grâce à ces études poussées, pouvaient devenir mandarins, passer les examens impériaux et devenir mandarins. Donc ici, on a vraiment une population aujourd'hui qui descend de ces aristocrates chinois de cette grande époque Ming. Merci. Pas de problème. J'ai vu ton mari en réunion dans le temple des ancêtres. Oui, il est là. Je l'ai vu en passant par là. Je te laisse en montrer l'endroit. Et donc en fait, le second étage, c'était là où on gardait les jeunes filles qui n'étaient pas mariées. Tout le temps. Et alors ils ont gardé, tous ces gens ont gardé, c'est ça qui est étonnant, de leurs ancêtres, ce sont tous des paysans, le goût pour la peinture, la calligraphie, voilà. Donc quand il y a des artistes qui passent au village, ce monsieur, s'il aime bien cet artiste-là, lui prête éventuellement sa table pour qu'il puisse peindre pendant une petite semaine par exemple. Ah, et en partant, la personne lui offre une peinture. Chèvre blanche et chèvre... alors selon la partie où ça se trouve, etc., ça donne des couleurs différentes. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, il y a des poils noirs. Ce sont des poils de cochon. Et la partie noire ici, c'est de la corne de buffle. D'accord. Et les poils sont collés à l'intérieur avec de la sève de pin. C'est un ami, c'est un garçon qui a le même âge que moi. On a le même âge tous les deux. Il m'a tout de suite accueilli avec un grand sourire au village. Il se baladait dans le village quand il m'a vu fabriquer des pinceaux à l'entrée de ma boutique. Il est entré, il m'a salué, puis il m'a invité à aller chez lui quand j'aurai du temps.
Et je l'ai trouvé très courageux, ce garçon. Très courageux d'être situé ici, au milieu de nulle part, et de fabriquer des pinceaux. J'ai commencé à apprendre à faire des pinceaux à l'âge de 18 ans. Ça fait maintenant 23 ans. Je n'ai jamais pensé à faire autre chose parce que j'aime mon métier. Et j'ai monté une petite vitrine sur Internet. C'est un site Internet qui s'appelle club.jaji.com, zhaji.com. Et sur ce site, on peut trouver les pinceaux de ce garçon aujourd'hui. Les clients en France visitent le site Internet, puis ils me contactent via le site. Je leur envoie ensuite le pinceau commandé, et quand je ne comprends pas un mail, je le transfère à Julien pour qu'il m'aide. Et ça lui a permis de se maintenir ici. Alors ça, c'est un des miracles de la mondialisation. Il y a 2 ans, 80% de mes produits ont été exportés vers la France. En fait, vous avez la partie là qui est le réservoir de l'encre. C'est là qui garde l'encre. Mais c'est pas ça qui fait le trait. Ce qui fait le trait, c'est la pointe, d'accord? Donc là, vous avez raison, la pointe, elle est plutôt épaisse. Hein, mais c'est pas parce que vous avez beaucoup de poils que ça va faire des gros traits. Ça peut faire des traits aussi extrêmement fins, selon... voilà. Donc ça, c'est le nom du pinceau, et ça, c'est son nom à lui. Oh, on dit comment, ça, non? Alors ça, c'est Jaji, le nom du village, et là, c'est Jazhouan. Aizhedan, c'est le nom de sa boutique. Pardon. Il y a 2-3 ans de cela, il y a les autorités du village qui m'ont confié qu'ils avaient l'intention de restaurer ce lieu, mais sans vraiment savoir par où commencer. Et donc moi, j'avais gardé des relations de l'époque où j'avais fait une mission pour l'UNESCO. Et j'ai donc réactivé mes petits réseaux. Et donc l'université Tongji, qui est une très grande université d'architecture en Chine, située à Shanghai, est venu sur les lieux et a eu l'idée formidable d'organiser un atelier commun entre la France et la Chine pour étudier cet endroit et essayer de retrouver l'architecture originale de ce temple des ancêtres. Contacter Daniel Françoise Jette, qui est une amie, parce que ça me semblait important de pouvoir peut-être donner des conseils judicieux au détour de vos travaux pratiques aux autorités locales sur un développement possible et intéressant du village, une voie un peu différente que celle du tourisme de masse. À l'époque, le temple était complètement abandonné. La porte était murée par des briques. Il ne restait que des colonnes qui soutenaient la structure du temple. Il risquait de tomber en ruine à tout moment. En haut, on pouvait voir les étoiles et la lune le soir, et la lumière entrait le jour. Donc voilà, il y a eu en tout 20 architectes, une dizaine d'architectes chinois, une dizaine d'architectes français qui sont venus ici, qui ont travaillé sur cet endroit pour essayer de retrouver l'architecture originale. Et ça a débouché donc sur une exposition formidable qui a été montrée à différents endroits, à Paris, à Shanghai, et ici au village. Les 2 esprits représentés sous forme de renard et de singe sont un bel exemple. La sculpture originale est presque détruite. Si on en produisait une neuve, cela coûterait moins de main-d'œuvre et moins d'argent. Mais le groupe d'architectes français nous propose de garder le moindre détail original, même une petite patte de singe. Donc, on l'a gardée. Voilà l'authenticité de l'architecture. Sans quoi, l'authenticité serait remise en cause. C'était une pratique qui nous a aidés à mieux protéger le patrimoine du village. Donc voilà, ça a été vraiment une superbe expérience. Et aujourd'hui, la restauration est terminée. Moi, je n'ai apporté qu'une petite pierre dans ce projet, mais j'en suis très heureux en tout cas. C'est un ambassadeur de la culture.
Il nous aide à établir des contacts avec le monde et nous fait connaître le monde. Il est un ambassadeur de la culture. Au village, il y a un événement qui fait l'unanimité, du jeune coiffeur à sa coupe improbable, aux paysans en bleu de travail, en passant par nos visiteurs de passage. Tout le monde rit devant un spectacle de Juan Meishi. J'utilise souvent les petits événements comme ça, quand il se passe quelque chose dans le village, pour en parler sur la lettre, la newsletter que j'envoie aux visiteurs qui sont déjà passés à la maison ou qui veulent venir et que je diffuse sur mon site internet chao.com. Ce mois-ci, on a eu la visite d'une troupe de Juan Meishi et ils étaient là depuis déjà quelques jours et ils s'apprêtaient à partir. Donc j'ai mon ami le menuisier qui m'a appelé et qui m'a dit « Écoute Julien, on aimerait bien qu'il reste encore un peu. Est-ce que tu penses que tu pourrais financer avec nous une soirée supplémentaire ?» Alors j'ai pas hésité une seconde parce que je voulais remercier aussi, c'était l'occasion pour moi de remercier un petit peu les gens d'ici qui m'accueillent depuis tant d'années dans leur village, depuis 10 ans maintenant. Alors c'est vrai que c'est un peu une maison de rêve, mais c'est surtout le rêve que j'avais de la Chine. Bon, dans le monde entier, tout le monde a entendu parler de la Chine, tout le monde s'en fait une idée. L'idée qu'en tant que petit Français, je m'étais faite, c'était une Chine un petit peu comme est ce village. J'ai retrouvé davantage l'image que je me faisais de la Chine petit. Ce qui a été très émouvant pour moi, de voir des buffles qui labourent les rizières, de voir ces maisons avec ces toits courbés, et puis tous ces petits témoignages qu'on retrouve dans l'architecture des maisons, ces témoignages de cette époque glorieuse et très belle, très esthétique de la dynastie Ming. Donc voilà, ça a été, après 6 ans de recherche en Chine, ça a été très, très fort pour moi de pouvoir découvrir que la Chine dont je rêvais petit existait vraiment. Maintenant, je pense que le bonheur passe surtout par la famille qui vit dans la tranquillité et en bonne santé. Avant, je voulais gagner beaucoup d'argent, visiter plein d'endroits, rencontrer des célébrités, conduire une voiture de luxe, habiter dans une grande maison. Je ne dis pas que ça ne rend pas heureux, mais ce qui est important pour moi, c'est de passer chaque jour paisiblement avec ma famille.